Est-ce que la pauvreté peut être la plus grande chance de votre vie? Eh bien, pour le docteur Juliette Chouembou, la réponse est oui. Alors que les statistiques la condamnaient à l'échec, elle a su pirater le système français pour devenir chirurgienne cancérologue et par la suite devenir millionnaire en France. Dans cette vidéo, nous allons analyser méticuleusement la méthode froide et mathématique que docteur Juliette a utilisée pour passer de petite Camerounaise pauvre et fauché pour par la suite venir en France et s'imposer en tant que chirurgien cancérologue et au final s'imposer comme ces rares femmes qui finissent par devenir millionnaires de par elles-mêmes. Salut à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Alfred Abidjé et je parle quotidiennement de finances personnelles. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi. Sur ce, let's go. Voici donc les 10 leçons graduelles tirées du parcours du docteur Juliette. Alors la leçon numéro 1 est extrêmement marquante, c'est qu'elle dit qu'il faut savoir dissocier son corps de son esprit. J'explique. Docteur Juliette a grandi dans une ville, dans la ville de Yaoundé. C'est-à-dire son papa et sa maman ne savaient ni lire ni écrire. Donc elle a grandi, elle a pu aller à l'école et en face de l'école, il y avait le marché. Donc Juliette, ce que Juliette faisait, c'est que pendant les vacances, Juliette allait vendre. Donc l'argent qu'elle réussissait à récolter de la vente, elle s'achetait des livres. Et donc ces livres-là ont commencé à développer son imaginaire. Et d'où vient la notion de dissocier son corps de l'esprit? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à travers les livres, elle a pu commencer à comprendre que dans d'autres horizons, dans d'autres lieux, dans d'autres zones géographiques, elle pouvait s'y installer et y prospérer même financièrement. Donc c'est grâce à la lecture que Dr Juliette a vu ses premières heures un peu de liberté intellectuelle. Donc, et vraiment quand elle parle de son parcours, elle met l'accent sur l'auto-éducation, de comment est-ce que cela lui a permis de briser les barrières mentales psychologiques. Parce que rendez-vous compte qu'une très petite fille ayant grandi dans une famille extrêmement pauvre où personne n'est jamais allé à l'école, ce niveau d'autodiscipline, de s'acheter des bouquins, comprendre que c'est utile pour moi, de s'autodiscipliner à continuer à lire quand, même dans l'environnement au quotidien, tout le monde ne le fait pas, c'est extrêmement difficile. Alors la leçon numéro 2 qu'on peut tirer du parcours de Dr Juliette, c'est qu'elle a su transformer un désavantage en un avantage compétitif. Elle est pauvre de naissance. Et donc, elle a dû su transformer cette pauvreté-là en une rage. Voilà, on peut la décrire ainsi, en une rage qui l'a poussée à toujours travailler plus et à ne pas avoir honte. Ça se traduit par exemple par des actes comme aller vendre. Beaucoup de personnes ne peuvent pas vendre, surtout quand on parle de vente ambulante, parce que beaucoup de personnes estiment que c'est quelque chose d'assez humiliant. C'est quelque chose qui va te ternir l'image. Mais quelqu'un qui est pauvre n'a pas cette peur-là, parce que quelqu'un qui est pauvre n'a presque rien à perdre. Quand vous êtes pauvre, vous pouvez tout essayer. Vous pouvez tout échouer, vous pouvez tout tester. Vous n'avez pas d'image à préserver, vous n'avez pas de notoriété à garder impact, vous n'avez pas tout ça, vous n'avez pas tout ce bagage-là que d'autres qui ont déjà construit certaines carrières doivent préserver ou d'autres qui ont grandi dans certaines familles favorisées doivent préserver. C'est ça l'avantage principal de la pauvreté, c'est que vous pouvez tout tester. Alors, leçon numéro 3 qu'on peut tirer du parcours de Dr Juliette, c'est qu'elle a su s'autofinancer très tôt. Très tôt, ayant grandi dans une famille pauvre, il n'y avait pas l'argent pour des plus. Déjà, elle explique qu'elle n'avait pas 3 repas, c'est-à-dire il n'y avait pas de petit déjeuner, repas du midi, ensuite repas du soir. Non, elle mangeait tous les jours, mais elle n'avait qu'un seul repas. Et donc, peut-être que les jours de fête, elle en avait plus, mais c'était exceptionnel. Et donc, quand vous grandissez dans ce type d'environnement, vous devez chercher des mécanismes. Comme on dit chez nous, vous devez wise pour chercher l'argent à gauche et à droite. Et c'est ce qu'elle a fait. N'ayant pas le choix, voulant s'offrir des biens, des livres ou d'autres peut-être biens de consommation, comme peut-être des bracelets ou des petits bijoux pour embellir son corps, elle a dû aller le chercher d'elle-même. Et comment elle a fait? J'ai dit qu'elle a grandi en face de son école, il y avait le marché, donc elle a grandi entre le marché et l'école. C'est comme ça qu'en allant au marché, elle a appris à vendre et donc elle a commencé à vendre, elle a commencé à se créer sa propre source de revenus qui lui a permis d'acheter ces livres-là qui lui ont permis de commencer à se libérer mentalement. Voilà, donc ça c'est la première phase. Mais on va voir à la suite des enseignements qu'il y a eu une deuxième phase où elle a encore su mieux s'autofinancer, notamment quand elle est arrivée en France
pendant ses études de médecine. Leçon numéro 4 qu'on peut tirer du parcours de Dr Juliette, c'est qu'elle a su faire, elle a eu ce pragmatisme en elle très tôt. J'entends quoi par pragmatisme? Il faut savoir que très jeune, elle était très excellente en mathématiques. La mathématique, vous savez, pour être bon en mathématiques, pour avoir de très bonnes notes en mathématiques, il y a deux façons. Soit vous comprenez la logique derrière les formules mathématiques, soit vous faites tous les exercices de mathématiques et donc vous mémorisez tous les exercices et donc par avance, vous savez, vous connaissez déjà tous les exercices qui vont venir. Donc, quand vous recevez votre épreuve, en fait, vous avez déjà tout fait et donc vous réécrivez juste. Vous avez tout en tête. Ça, c'est par exemple la technique que Jacques Attali utilisait pendant ses études, que ce soit en France ou même déjà en Algérie. C'est de faire tous les exercices. Et donc, elle a eu cette capacité-là à beaucoup mémoriser. Et lorsqu'il a fallu choisir l'école dans laquelle elle allait s'orienter, ou en tout cas les filières dans lesquelles elle allait s'orienter pour sa venue en France, elle a choisi la médecine parce que c'est une doctrine, une discipline qui nécessite de beaucoup mémoriser, beaucoup savoir mémoriser. Moi-même, j'ai une sœur qui est dans ce parcours actuellement et je sais qu'il faut mémoriser beaucoup de schémas. La médecine, c'est quelque part, c'est l'étude du corps humain et de comment est-ce que on doit faire pour le soigner, comment est-ce que lorsqu'il arrive des pépins au corps humain, on le soigne. Et pour pouvoir intervenir vraiment de façon ciblée et chirurgicale et même avec la compétence qu'il faut, eh bien, il faut savoir où est-ce que tu mets les mains. Donc, il faut, tous les médecins, je pense, sincèrement, spécialisés, si ceux qui sont spécialisés au niveau des cancers maîtrisent le cancer, mais vraiment, vous les réveiller à 3 heures du matin, ils peuvent vous décrire, vous dessiner, vous faire un schéma du cancer. Parce que c'est la base. Parce que vous n'allez pas prendre un patient comme ça et commencer à improviser. Je crois que non. Vous allez tuer quelqu'un pour rien du tout. Donc, elle a su choisir très tôt une discipline dans laquelle elle savait à l'avance qu'elle allait exceller. Ça n'a pas été une discipline, elle n'a pas improvisé. Pourtant, il y avait plusieurs disciplines. Elle pouvait faire informatique. Mais selon ses aptitudes, selon ses capacités, elle a compris que non. Mes aptitudes de mémorisation seront meilleures pour moi ou vont me permettre de vite réussir dans la médecine et non dans peut-être l'informatique, dans l'aéronautique et d'autres filières. Pardon. Pourquoi? En fait, ce qui est très bien dans son parcours, c'est que très tôt, elle avait la base pour toutes les ingénieries possibles, pour faire toutes les disciplines où il y a de l'ingénierie, parce qu'elle maîtrise les mathématiques. Les mathématiques, c'est la base. Les mathématiques, quand vous maîtrisez les mathématiques après votre bac, vous pouvez tout faire. Mais quand vous ne maîtrisez pas les mathématiques après votre bac, vous êtes extrêmement limité. Mais vraiment extrêmement limité. La leçon numéro 5 qu'on peut tirer du parcours de Dr Juliette, c'est qu'elle prend des initiatives. C'est-à-dire qu'elle a le caractère qu'il faut pour mener des actions à impact. En fait, il faut savoir qu'elle est issue d'une famille pauvre. Et donc, lorsqu'il a fallu commencer à faire la démarche pour aller en France, elle a décidé de le cacher à ses parents, à ses proches. Donc, elle a poursuivi sa démarche administrative de façon rigoureuse. Donc, tous les documents qu'il faut postuler à temps, quand il faut mettre tous les documents dans les dossiers, envoyer à temps, avec la façon, la manière aussi de se présenter dans l'écriture de mails, etc. Et il faut savoir qu'elle avait déjà un oncle en France. Donc, elle a utilisé son adresse qu'elle a prise sur Internet pour le mentionner lors de sa phase où elle postulait en fait pour l'école. Donc, c'est comme ça qu'on renvoie la réponse à l'adresse de son oncle. Et quelques mois plus tard, il savait qu'on l'a pris à l'école. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve quelques mois plus tard en France. Mais au début, si on regarde le début de tout ça, c'est une initiative personnelle. Très peu d'enfants ou très peu de jeunes après le bac ont ce caractère-là, surtout à son époque. Je pense qu'on est avant les années 2000. Donc il fallait vraiment y aller. On n'avait pas les moyens. Vous êtes issu d'une famille, vous êtes vraiment voilà, dans le manque. Et tu as quand même cette capacité à te dire, ok, je vais postuler, je crois en mes capacités et par la suite, si je suis pris, je trouverai de quelque façon qu'il existe les moyens d'y aller. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Alors, leçon numéro 6 qu'on peut tirer du parcours de Dr Juliette, c'est qu'il était impossible pour elle de redoubler. Redoubler pour elle signifiait payer une année de scolarité en plus. Une année
Pour elle, premièrement, elle n'avait pas le temps. Deuxièmement, elle ne voulait pas gaspiller son argent. Donc, ce qu'elle faisait, elle avait compris qu'elle n'était pas là pour redoubler et elle avait une mentalité à ne pas redoubler. Vous savez, cette mentalité-là vient du fait d'une accumulation, je pense sincèrement, comment dire, une accumulation de preuves à soi-même. C'est la seule fille de sa promotion qui a passé le baccalauréat. Elle a réussi de sa situation actuelle où elle était au Cameroun, de parents pauvres, de quartiers pauvres, à arriver dans l'une des meilleures écoles de médecine en France. Déjà, elle part je pense, avec un coup d'avance parce qu'elle sait qu'elle est en capacité de. Vous voyez? Et même si elle est arrivée en retard, ça n'empêche pas qu'elle a su rattraper ses coups. Donc, la base, c'était le travail. Et donc, elle a dû charbonner, elle a dû charbonner. Et il n'y avait pas le temps pour les sorties, pour les soirées. Non, la médecine, ça demande une implication totale. Arrivant en France, en faculté de médecine, Juliette n'avait pas de stratégie dès le départ. Et bien, il s'avère que très vite, très tôt, son papa lui répétait une phrase quand elle était déjà en études au Cameroun. Son papa lui disait, Juliette, pour réussir dans tes études, tu dois toujours marcher avec le premier de la classe. Et donc, une stratégie qu'elle s'est rapidement, elle s'est pressée d'appliquer à son arrivée en faculté de médecine ici en France. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est tout simplement associée avec la meilleure de sa promo, donc ils se sont associés. Et cela, selon ses explications, ça a augmenté ses standards. Pourquoi? Parce que vous associez avec des personnes brillantes qui travaillent plus, qui fournissent plus d'efforts, qui veulent toujours avoir les meilleures notes. Bien sûr que ça vous fout la rage, bien sûr que ça vous met dans un certain état d'esprit totalement différent de ce qu'on peut voir tous les jours. Et vous vous inculquez de ça petit à petit et ça devient votre quotidien. Et même plus important, ça devient votre façon de vivre. Parce que comme on dit, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez. Leçon numéro 8 qu'on peut tirer du parcours de Dr Juliette, c'est qu'elle a su devenir incontournable dans son domaine. Je vous rappelle que la médecine est un domaine où la médiocrité ne prime pas. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à devenir cette personne-là incontournable dans votre domaine, premièrement, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent parce que vous ne pourrez pas vous lancer à cabinet à temps plein parce que vous n'aurez pas vraiment de clients. Parce que quand vous êtes personnel de l'État, vous bénéficiez tout simplement de la crédibilité de l'État. Mais quand vous passez en personnel, c'est-à-dire quand vous décidez de créer votre propre entreprise, votre propre cabinet, ce qu'elle a aujourd'hui, elle a son propre cabinet, vous devez être excellent. Parce que si vous n'êtes pas excellent, vous n'aurez pas de clients, vous n'aurez pas de quoi manger. Lorsque vous travaillez pour l'État, ce qui se passe, c'est que vous avez un salaire à la fin du mois, tous les 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 mois. Vous faites partie des plus hauts fonctionnaires de l'État parce qu'en termes de salaire, un médecin spécialisé qui a fait 12 ans d'études peut toucher à la sortie d'école plus de 5 000 euros. Mais quand vous passez à votre compte, vous avez votre cabinet, vous pouvez déjà avoisiner les 10 000 euros, selon ces dits. Pas encore, pas en brut. Maintenant, il faut passer au net et donc, il y a les impôts qui vont bien sûr passer. Mais pour cela, pour arriver à ce niveau où elle est devenue incontournable dans son domaine, dans la médecine, elle a fait 2 spécialisations bien spécifiques. La première spécialisation, c'est la gastro-entérologie. Et la deuxième spécialisation, elle s'est spécialisée en cancérologie tout simplement. Donc, grâce à ça, elle a su éliminer la concurrence, ce qui l'a permis de se hisser à un niveau où, ça paye un peu plus. Donc, le travail paye tout simplement. Leçon numéro 9 qu'on peut tirer du parcours du docteur Juliette, c'est qu'elle est une championne dans la gestion de l'énergie. Je m'explique. Il faut savoir que quand elle sort d'études, elle a déjà 3 enfants. Donc, il faut gérer le travail, les enfants et la famille en général. Ce qui n'est pas du tout facile. Donc, ce qu'elle faisait, c'est que lorsqu'elle arrivait au travail, c'était à 100% travail. Il n'y avait pas autre chose. C'est 100% de son énergie était focalisée sur son travail. Lorsqu'elle rentre à la maison, on ne parle plus de travail. On passe en mode parent. Donc, on doit éduquer les enfants, suivre les enfants, discuter avec les enfants. Elle est très méticuleuse sur l'éducation de ses enfants. Il y a plein d'exemples sur le sujet. Par exemple, lorsque sa fille passait le concours de Polytechnique, si je ne me trompe pas, elle a dû louer un appartement en face de Polytechnique pendant les compositions pour que ses enfants
n'est pas à faire la vanne de 1 heure, 2 heures de transport parce qu'elle a compris que il faut mobiliser l'énergie dans la composition. Il ne faut pas que l'enfant perde son énergie dans les transports et qu'il réfléchisse à autre chose et que peut-être il soit en retard, il commence à stresser et que cela influe sur le résultat final. Parce que, selon elle, les autres parents, les autres enfants sont dans les dispositions qui leur permettent de réussir et que tout leur environnement est câblé pour cela. Et donc, elle a su faire en sorte que ses enfants bénéficient tout simplement de ce qu'elle n'a pas pu bénéficier lorsqu'elle arrive en France. Et cela passe par le fait de louer un appartement proche du lieu de la compétition. Et elle aussi, elle applique à elle-même. Elle voulait parler de son travail, elle voulait parler des enfants, mais elle voulait aussi parler de son sommeil. Pour elle, elle estime que le sommeil est la base même de la productivité. C'est-à-dire que vous devez avoir une bonne hygiène de sommeil. Et premièrement, ce qu'elle fait, c'est que elle ne dort pas très tard le soir, normalement, qu'elle ne prend pas d'appel tard le soir et que personne à la maison n'a le droit de la réveiller lorsqu'elle s'endort. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le sommeil, c'est cette phase de l'apprentissage où vous allez consolider tout ce que vous avez appris. Donc le sommeil est extrêmement important. Les repos sont aussi importants que les phases d'apprentissage. C'est-à-dire que lorsque vous vous reposez, c'est aussi important que lorsque vous travaillez, lorsque vous emmagasinez de l'information. C'est aussi important, voire même pour certains médecins, plus important. Je vous conseille de lire quelques articles sur le sujet ou quelques livres sur le sujet, sur l'importance du sommeil, même dans la longévité. Parce que si vous regardez bien, c'est une femme qui a 3 enfants, qui a plus de 40 ans, mais qui est encore très belle, quoi. C'est-à-dire que, voilà, vous regardez la photo, vous regardez même la miniature que j'ai faite et que j'ai pris une photo sur elle sur Internet, elle est encore, voilà, elle ressemble à une femme de 32 ans, 31 ans. Vous pouvez vous dire, c'est ma grande sœur. Vous voyez, moi j'en ai 22, je pourrais me dire que c'est ma grande sœur, mais pourtant, ça peut être ma maman. Carrément, elle a l'âge de ma maman. Donc, euh, on, on sent vraiment la gestion de l'énergie dans toute sa vie qu'elle a aussi décidé de transférer à ses enfants. Alors, leçon numéro 10 qu'on peut tirer du parcours de Dr Juliette, c'est qu'il ne faut pas du tout prendre l'éducation de ses enfants à la légère. Comment est-ce qu'elle fait pour prendre bien, mais très bien soin de l'éducation de ses enfants? Premièrement, il y a ce qu'on appelle la proximité. C'est-à-dire qu'elle est très proche de ses enfants, elle discute, elle dialogue. Deuxième des choses, c'est que les différentes spécialités de ses enfants ont été, on peut dire, pensées et dirigées à l'avance. Il y a les enfants qui vont faire médecine, une. Il y a les enfants qui vont faire ingénierie. Il y a les enfants qui sont dans la finance. Si vous regardez ces 3 métiers, c'est des métiers élitistes en France. C'est des métiers qui vous permettront d'avoir facilement accès à une classe sociale élevée en France, la classe des élites. Donc, pour cela, il faut passer par des grandes écoles. Pour cela, il faut faire les concours qu'il faut. Pour cela, il faut avoir les notes qu'il faut. Et ça, bien sûr, elle le sait dès l'avance. Et ce qu'elle fait, c'est tout simplement qu'elle met les enfants dans les conditions leur permettant de pouvoir accéder à, à ce Saint Graal-là, c'est-à-dire à une classe sociale bien définie qui va permettre en sorte que les enfants de ces enfants vont tout simplement suivre l'élan et elle va comme ça créer une famille, une génération d'élite qui a commencé par elle et qui suivra avec ses enfants, qui transmettront ce qu'ils ont appris de leur maman à leur enfant. Donc c'est un héritage transgénérationnel d'élite qu'elle est en train de construire dès aujourd'hui. Et moi, je trouve ça très admirable. Et donc, sur ce, j'espère vraiment que vous avez adoré cette vidéo qui peut vous apprendre, qui vous apprend tellement d'aspects sur la vie. La planification, la stratégie, l'importance du repos dans la vie de tous les jours, comment penser long terme, vraiment comment aborder, comment construire un héritage transgénérationnel. Beaucoup de personnes, quand on parle d'héritage très souvent, ne voient que les biens qu'ils vont léguer. Ils ont une maison ici, un terrain ici, et peut-être une entreprise, etc. Ils voient comment ils vont diviser les parts, mais sauf que c'est de très loin la chose la moins importante. La chose la plus importante que vous pouvez léguer à vos enfants, c'est une bonne façon de penser. C'est parce que c'est la seule chose qui garantit que vos enfants s'en sortiront, quel que soit le contexte dans lequel ils vivent. Parce que les biens matériels, vous pouvez tout perdre. Votre état d'esprit, si vous avez un bon état d'esprit,
quel que soit l'environnement dans lequel vous allez évoluer, à un moment donné, vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu. Si vous n'avez pas le bon état d'esprit, quel que soit l'environnement dans lequel vous évoluez, quels que soient les biens que vous héritez dès le début, vous pouvez commencer avec 100 millions, vous allez finir avec zéro. Quelqu'un peut commencer avec zéro avec la bonne mentalité, finir à 100 et finir à 1 milliard. Il y en a plein de milliardaires, self-made man, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont passés de zéro à millionnaires. Elle, c'est l'exemple parfait. Donc, je pense qu'il y a tellement de choses à apprendre d'elle. Faites des recherches sur elle. Elle a écrit plusieurs livres, des livres sur la nutrition, sur l'intelligence artificielle, ce qui montre encore toute la culture qu'elle a. Donc, je vous invite vraiment à décortiquer son parcours pour en apprendre le maximum possible. Et si vous êtes en parcours de médecine ou que vous envisagez de vous orienter dans ce cursus-là, je vous conseille pourquoi pas l'écrire pour essayer d'apprendre d'elle. Vous lui adressez un message assez spécifique, voilà. Vous lui posez vos attentes, quelle est votre situation, etc. De la bonne façon. Peut-être qu'elle vous répondra, peut-être qu'elle ne vous répondra pas. N'empêche que vous aurez essayé. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris énormément sur le parcours d'une telle dame, voilà, qui a félicité, qu'on doit absolument présenter, représenter, re-représenter, qui doit encore beaucoup plus prendre la parole. Parce que, à contrario de beaucoup d'autres personnes qui sont arrivées dans la classe sociale des élites, beaucoup n'aiment pas prendre la parole sur les réseaux sociaux. Sauf que ce qu'ils oublient souvent, c'est que ces réseaux sociaux, où ils refusent de prendre la parole, c'est l'endroit sur lequel leur enfant passe le plus de temps. Donc, si vous ne décidez pas d'être acteur et de partager de la connaissance que vous estimez être utile pour les générations futures, en fait, ce qu'ils vont consommer, c'est ce que d'autres voudront pour vous. D'autres voudront, et ces autres-là, peut-être ne passent pas les messages que vous voudrez que vos enfants perçoivent à longueur de journée. Mais peut-être que c'est ça qui est en train de se passer même au moment dans lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo. Sur ce, passez une bonne soirée. N'oubliez pas que j'ai laissé un lien dans la description qui vous permet de booker un appel de 15 minutes où on va essayer de dresser un chemin, un cadre financier pour vous, parce que de mon expérience personnelle, beaucoup ne savent pas épargner, beaucoup ne savent pas mettre de côté ce qui est la base pour tout. En matière de finances personnelles, le capital, c'est la base de tout. Si vous n'avez pas le capital, vous ne pouvez pas investir. Si vous n'avez pas le capital, vous ne pouvez même pas travailler. Parce que pour travailler, il faut des outils. Et pour avoir les outils, il faut du capital. Donc, dès maintenant, vous avez votre lien dans la description. C'est un appel de 15 minutes avec moi, bien sûr, où on va essayer de parler de où est-ce que vous en êtes maintenant. Et on va essayer de dresser un plan pour l'avenir. Sur ce, c'était Alfred. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Ciao.